Alors, nous sommes aujourd'hui réunis pour parler de recherche clinique, mode d'emploi. Et je vais commencer par vous présenter nos interlocuteurs. Donc, nos interlocuteurs aujourd'hui seront le docteur Soisy Coursier, qui est experte en recherche clinique et en affaires médicales et qui a travaillé dans plusieurs entreprises internationales. Nous avons également le professeur Dominique Deplanque, qui est médecin neurologue, qui travaille au CIC du CHU de Lille et qui est président de la Société française de pharmacothérapeutique, donc qui connaît bien également la recherche clinique. Et nous avons Christophe de Montfaucon, qui est un patient, donc qui est membre de l'Association française des personnes souffrant de troubles obsessionnels compulsifs, qui est membre d'un comité de protection des personnes et qui aujourd'hui représente France Asso Santé. Voilà, donc il représente les personnes qui participent aux recherches cliniques. Alors ah oui, donc on me signale que Christophe de Montfaucon va se connecter très prochainement. Donc pour démarrer, je vous propose de parler un petit peu de recherche clinique en général et de nous demander la recherche clinique, qu'est-ce que c'est et pourquoi elle est effectuée. Alors, est-ce que Dominique, je peux vous passer la parole pour nous parler un petit peu, nous expliquer un petit peu ce qu'est la recherche clinique, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Bonjour à tous. Merci d'abord pour cette invitation à participer à ce webinaire. Alors, la recherche clinique, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est l'ensemble des protocoles qui vont être mis en place pour évaluer de nouvelles pratiques de soins, notamment, que ce soit l'évaluation de nouveaux médicaments, que ce soit l'évaluation de nouveaux dispositifs médicaux, de nouvelles stratégies thérapeutiques. Alors, bien sûr, plus largement, ça peut être aussi le recrutement de patients pour essayer de mieux comprendre les tenants et aboutissants d'une pathologie ou son évolution à moyen et long terme. Alors, bien entendu, dans cette recherche clinique, les acteurs essentiels, en dehors de ceux qui la font, ce sont bien sûr ceux qui acceptent d'y participer. Et ces recherches peuvent concerner, comme je l'ai dit précédemment, les patients à qui on va proposer de participer à une recherche pour collecter des données cliniques, c'est-à-dire de leur quotidien, de leur maladie et éventuellement des données biologiques, et puis parfois leur proposer de participer à l'évaluation, par exemple, d'un médicament. Et puis, ça peut être aussi des personnes qui n'ont pas de problème particulier de santé. Alors, parfois, on parle de Bonjour, vous volontaires m'entendez? sains. On parle Vous aussi de m'entendez? Ah, nous indemnes. accueillons Christophe. Voilà, Oui, petite c'est bon. interférence. Voilà une petite interférence, mais Dominique, on vous laisse continuer. Donc, on parle aussi de personnes indemnes d'affection qui vont accepter de se prêter à certaines recherches. Alors, soit au Vous tout début m'entendez? du développement des médicaments, où il peut être nécessaire de tester un certain nombre d'éléments de sécurité des médicaments chez des volontaires sains. Et puis, il y a tout un champ de la recherche qui, par nature, fait appel le plus souvent à des volontaires sains. C'est notamment le cas de la recherche sur les vaccins, où sont recrutés des sujets pour tester notamment les modalités de réponse immunitaire, voire l'efficacité de nouveaux vaccins. Alors peut-être que Swazik peut nous préciser quelques éléments sur la recherche sur les médicaments. Exactement, merci Dominique. Donc Soisy, on vous écoute. Bonjour à tous et merci de m'avoir invité à participer à ce webinaire. Donc en fait, dans l'industrie, pour un promoteur industriel, l'enjeu c'est de développer un nouveau médicament ou un nouveau vaccin. Et donc pour cela, il va réaliser toute une série d'essais cliniques, ce qu'on appelle la recherche clinique sur le médicament, qui va permettre de récolter les données d'efficacité et de sécurité nécessaires pour obtenir une autorisation de mise sur le marché. Puis ensuite, il va poursuivre aussi ses essais une fois que le produit ou le médicament est déjà sur le marché. Donc cette recherche, elle se fait, elle va documenter la sécurité et l'efficacité du futur médicament et elle se fait en phase progressive qui vont permettre en fait d'enrichir la connaissance sur ce futur médicament au fur et à mesure.
Et donc, il y a différentes phases de développement. Comme l'a dit Dominique, il y a d'abord la phase 1 qui, elle, va permettre de tester ce médicament sur le plan de sa pharmacocinétique et de sa distribution dans l'organisme. Donc, c'est la première administration à l'homme qui, en général, se fait chez des volontaires. Et parfois, pour certains types de médicaments, elle peut se faire chez des patients. Et ensuite, une fois que cette phase 1 a été terminée, on démarre une phase 2 qui est là la première administration au patient et qui vise à documenter les premières données d'efficacité et de sécurité chez le patient et d'obtenir la dose optimale avec laquelle on va ensuite poursuivre le développement en phase 3 où là, on va élargir le nombre de patients participant à la recherche de façon beaucoup plus importante, puisque ça va concerner des dizaines de milliers de patients. Et là, on va regarder les données en les comparant à des standards de traitement déjà existants et à étudier des populations qui vont être plus larges et différentes. Voilà, c'est un résumé un peu rapide, mais en fait, l'objet en fin de phase 3, c'est d'obtenir une autorisation de mise sur le marché. Et puis ensuite, on rentre dans la phase 4, qui, elle, va documenter l'utilisation du médicament dans la vraie vie. Merci Soisic. Avant de passer la parole à Christophe de Montfaucon, j'ai juste une petite question. Pour les essais cliniques qui sont effectués par les industriels du médicament, comme Soisic vient de nous l'expliquer, qui décide, enfin, qui organise toute la recherche, qui la finance? Est-ce que c'est l'industrie qui finance à 100%? Et après, je poserai la même question à Dominique pour les études plus hospitalières. Alors, lorsque l'industriel démarre effectivement, est promoteur et démarre le développement de son futur médicament, il, il est donc responsable de toute la recherche. Il établit un plan de développement complet au départ. Il organise toute cette recherche, bien sûr, en collaboration avec les universités, les centres hospitaliers, etc. Et il finance l'ensemble de la recherche. Donc le promoteur, il a à la fois la responsabilité de la mise en œuvre, de l'organisation, du respect des aspects réglementaires et de sécurité, et il va réaliser sa recherche dans le monde entier, en fait, en général. D'accord, merci. Et Dominique, pour les études qui sont plus hospitalières ou qui sont réalisées par des chercheurs hospitaliers? Eh bien, ces études sont cette fois sous la promotion d'un hôpital, notamment les hôpitaux universitaires. Les CHU en France sont des promoteurs de recherche qui sont effectués au sein des hôpitaux français, qui sont généralement issus d'idées venant de médecins spécialistes des hôpitaux. Il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, les promoteurs académiques, hein, c'est comme ça qu'on les appelle, ont exactement les mêmes devoirs et les mêmes responsabilités que les promoteurs industriels, avec parfois des moyens un tout petit peu différents. Ces moyens, d'où proviennent-ils? Ils proviennent parfois des budgets propres des hôpitaux, hein. Il y a des établissements qui investissent une partie de leurs finances dans une activité ou dans l'activité de recherche, dans le soutien des activités de recherche. Et puis en France, on a aussi la chance, l'opportunité d'avoir plusieurs appels d'offres concernant différents sous-types de recherche, peu importe, mais qui sont pilotés par la Direction générale de l'offre des soins, c'est-à-dire par le ministère de la Santé. Et ces programmes permettent le financement d'une recherche sur l'ensemble du territoire français, pouvant permettre d'inclure plusieurs centaines parfois de patients à l'échelle nationale et de regrouper l'activité de différents centres hospitaliers publics. Et puis enfin, pour quelques-uns, mais avec des difficultés un peu plus importantes à obtenir ces financements, la possibilité d'organiser des essais ou des études cliniques à l'échelle de l'Europe avec un financement européen. Mais là, bien sûr, c'est beaucoup plus complexe à organiser. Ça nécessite des fonds qui sont généralement beaucoup plus importants. Et l'accès à ces fonds européens est particulièrement concurrentiel
Et donc, quelques hôpitaux français, quelques grands hôpitaux français ont l'opportunité parfois de pouvoir mener ce type de recherche. Alors, dernière précision, la recherche sur les médicaments n'est pas l'apanage des industriels du médicament. Les hôpitaux publics français contribuent aussi à la recherche sur le médicament de manière un peu différente, puisque la plupart du temps, ce sont des travaux qui concernent des molécules qui sont déjà sur le marché, mais pour lesquelles on essaie éventuellement de proposer de trouver de nouvelles indications. Voilà. Merci Dominique. Alors, je vous propose maintenant de passer la parole à Christophe. Donc, Vous m'entendez? Oui. Bonjour Christophe, oui, on vous entend Bonjour. très bien, merci beaucoup. Parfait. Donc, Bonjour. nous vous avons présenté en début de session. Et Oui. Christophe, donc vous représentez les patients aujourd'hui. Oui. Pouvez-vous nous donner un petit peu les attentes du patient? Parce qu'on est dans recherche clinique mode d'emploi. Donc, pour le patient, qu'est-ce qu'il a besoin? Quelles sont ses premières attentes, s'il vous plaît? Alors, pour les patients futurs participants qui souhaitent vraiment accéder à la recherche clinique, il faut déjà qu'ils les trouvent, les essais. D'accord, Pour les trouver, il y a quelques plateformes, mais c'est pas oui, toujours facile de trouver son essai euh, d'accord, par rapport à sa pathologie. d'accord. Donc, une première question, vous trouvez des essais cliniques. Vous en avez une autre qui vous vient en tête là, avant qu'on interroge nos experts? Après, effectivement, enfin, corrélé à cette première question, sur cette plateforme, il faut qu'il y ait tous les moyens d'information sur la recherche clinique, d'un point de vue D'accord. général, et puis tous les relais qui peuvent exister permettant d'accéder à cette information, soit sur la recherche clinique en général, comme notre recherche clinique.fr, soit par l'intermédiaire des associations, etc., etc. D'accord. Soisic, est-ce que vous pourriez orienter Christophe? Qu'est-ce que vous pourriez lui répondre sur où trouver des essais cliniques, par exemple pour les essais cliniques industriels? Alors, en fait, il existe des registres qui sont accessibles pour tous. Alors, le premier registre auquel je pense, c'est clinicaltrial.gov. C'est l'un des plus grands registres d'essais cliniques, un des plus complets. Il est géré par le National Institute of Health aux États-Unis et il contient des informations sur les essais cliniques publics et privés qui sont menés dans le monde entier. Bon, donc il n'est pas toujours facile à lire, mais il y a beaucoup d'informations dedans quand on commence un petit peu à le maîtriser. Ensuite, il y a le registre européen des essais cliniques, European Clinical Trial Register, qui lui est géré par l'Agence européenne des médicaments et qui fournit des informations sur les essais cliniques menés dans l'Union européenne. Et ils ont récemment développé une cartographie qui permet de localiser les essais cliniques recrutant des patients en fonction des différentes pathologies. Donc ça, c'est aussi assez intéressant à regarder. Ensuite, de façon plus proche, il y a aussi des informations qui se trouvent sur les sites web des institutions académiques. Par exemple, en cancérologie, sur le site de l'INCa, vous pouvez trouver des informations sur les essais qui sont en cours. Et dernière chose à laquelle je pense, c'est qu'aujourd'hui, il y a plusieurs entreprises comme Klein ou Klein Topis qui développent une activité de mise en relation entre les patients et les promoteurs de recherche. Donc ça, c'est aussi très intéressant parce que c'est plus précis. C'est pas encore complètement développé, je crois, mais voilà. Donc sinon, après, pour avoir des informations plus simples sur la recherche clinique, le site Notre Recherche Clinique est vraiment très, très intéressant parce qu'il donne vraiment des informations concrètes, courtes et très précises. Et puis, je pense qu'ensuite, le dernier lieu d'information, c'est son médecin. Très souvent, le médecin peut vous orienter lui-même vers des protocoles et vous donner une information aussi assez précise. Donc, Dominique, vous, en tant que médecin, vous êtes souvent sollicité par des patients ou pas? Comment vous orientez les patients qui vous posent ces questions? Ouais. Je vais revenir un petit peu préalablement à ce que vient de dire Swazik. Moi, je pense que
le premier lieu où se renseigner, c'est le médecin. Alors peut-être que le médecin traitant est parfois un petit peu loin de ses essais, un peu perdu, comme le patient d'ailleurs, dans l'immensité des informations qui peuvent être trouvées à droite ou à gauche. En revanche, et assez régulièrement, le médecin spécialiste qui suit un patient, notamment dans le cas des maladies chroniques. Alors, on parlera des pathologies aiguës qui posent un problème un peu différent. Mais dans la plupart des maladies chroniques, le suivi au long cours d'un patient et la relation de confiance qui s'engage entre le patient et son médecin permet d'envisager à plus ou moins long terme la participation à un essai clinique. Et je pense qu'il faut, pour les patients, savoir écouter les médecins spécialistes qui proposeraient un essai et inversement, pour les médecins, savoir écouter la demande des patients et essayer de les orienter vers les équipes et les structures de proximité, hein, parce qu'il n'est pas non plus question de faire traverser la planète ou même la France à un patient pour accéder à un essai qui serait ouvert à quelques dizaines de kilomètres. Et donc, il faut que les uns et les autres trouvent les moyens de discuter de ce sujet, de trouver la meilleure solution, sachant que, on y reviendra sans doute après, mais c'est pas parce qu'un essai est ouvert dans une pathologie donnée que tous les patients qui ont cette pathologie seront éligibles à l'essai. C'est malheureusement un tout petit peu plus compliqué que cela. Donc, moi, comme médecin spécialiste de recherche, je suis parfois questionné par des patients, mais le premier interlocuteur reste quand même leur médecin habituel. Je les réoriente pour ma part toujours vers les collègues en charge des pathologies présentées par ces patients. Et à titre personnel, pour détecter un essai, j'utilise fréquemment Clinical Trial, qui est vraiment un outil très complet, qui pour l'instant reste ouvert à tous, jusqu'à ce que les gouvernements américains décident éventuellement de fermer la lumière, hein. C'est un risque qui existe aujourd'hui certainement. Donc voilà, D'accord. pensez à l'interaction médecin-patient, patient-médecin, pour discuter de ces sujets. Si le médecin est insuffisamment informé, il ne faut pas hésiter à contacter d'autres sources médicales, mais je pense que le moyen d'entrer dans ce système, c'est vraiment le médecin. Le médecin traitant. Merci Dominique. On nous signale dans le question-réponse qu'effectivement, il y a plusieurs entreprises qui donnent des informations sur la recherche clinique et qui peuvent aussi orienter les patients. Donc, on a choisi que nous a cité Klein, Clinotopia, mais on nous cite aussi Clineo ou Strinact. Et je vous propose on les intégrera dans le site ou on en parlera dans le site Notre recherche clinique. Il y a, Je vais demander, pardon? juste, ouais, il y a aussi Oui, santé.fr. santé.fr, voilà. On refera un petit point, Oui. une actualité peut-être au niveau du site Notre Recherche Clinique pour informer de façon le plus large possible toutes les possibilités pour se renseigner sur les essais cliniques qui se déroulent en France. Alors Christophe, je vais profiter que vous aviez repris la parole pour nous proposer santé.fr. Est-ce qu'il y a d'autres questions que se posent les patients avant de participer éventuellement à un essai clinique? Alors, oui, quand ils recherchent eux-mêmes un essai, c'est différent. Mais quand le médecin spécialiste ou voire le médecin traitant propose une recherche à son patient, il va se demander qu'est-ce que cela va m'apporter? Y a-t-il des risques? Comment ça va se passer? Voilà. Est-ce que j'aurai un traitement? Est-ce que j'aurai pas de traitement? Etc. Le tirage au sort, etc. Il y a plein de questions qui se posent par Oui, rapport à lui, d'abord. oui, Qu'est-ce que cela va m'apporter? Et donc là, c'est tout le cadrage de la recherche qu'il faut un petit peu expliquer quand même. Et puis, tous ces éléments d'incertitude, que sont les risques, que sont les bénéfices attendus, c'est déjà une notion un peu complexe à expliquer. oui. Et Mhm. puis après, il y a toutes les contraintes, non seulement les contraintes que lui va avoir, mais aussi par rapport à ses proches, comment ça va se passer, hein. Vous avez aussi la contraception, etc. Tout ça sont des éléments à prendre en compte et qu'il faut absolument expliquer. Les alternatives thérapeutiques, etc. Donc tous ces éléments-là sont très importants jusqu'à le fait de bien suivre les gens qui ne seront pas inclus, parce que dans certains cas,
Le- le- Parfois, les gens le prennent pour quelque chose un peu de la dernière chance. Dans mon association, quand les gens sont très résistants à leur pathologie, et qui participent à une recherche, des fois, c'est vraiment la dernière chance. Donc, quand ils ne sont pas inclus, c'est d'autant plus important de leur expliquer pourquoi, comment, ce qui va se passer, quel va être le suivi, etc., les alternatives thérapeutiques. Tout ça est très Très bien, important. très bien. C'est un peu ce que Dominique a commencé à aborder Mm. en parlant de critères d'inclusion et d'exclusion. Eh ben, je vous propose de demander à Dominique justement de nous expliquer qu'est-ce que ça peut apporter à un patient de participer. Est-ce qu'il y a des risques, des contraintes? Voilà, est-ce que vous pouvez nous donner quelques éléments, s'il vous plaît? Alors, quand un médecin propose un essai clinique à un patient, c'est qu'il estime que potentiellement, mais ça reste un potentiel, le nouveau traitement qui est à l'essai peut éventuellement apporter quelque chose en plus par rapport à ce qui existe déjà et ce que le patient pourrait avoir dans un cadre de soins plus usuel. Alors bien sûr, ça reste un élément de potentialité, hein. Si on en était sûr, on n'aurait pas besoin de faire un essai, hein. L'essai est là vraiment, notamment la phase 3, pour démontrer l'efficacité thérapeutique d'un nouveau médicament, par exemple. Et en matière de risque, par contre, euh, l- tout est fait pour minimiser le risque, sachant que de toute façon, le risque demeure inhérent à tout traitement, hein. Même dans le soin usuel qui a fait l'objet d'autorisation de la mise sur le marché d'un médicament, il y a toujours un risque, ou en tout cas une balance entre des bénéfices et des risques qui sont liés à la prise d'un médicament. Ouais, il est quand même assez exceptionnel qu'un médicament efficace n'ait jamais ou pas aucun effet indésirable. Donc, cette partie de risque reste inhérente à la prescription médicale. Toujours est-il que dans l'essai clinique, tout est fait pour minimiser ce risque. Par contre, comme ça a été souligné, il y a effectivement des contraintes. Ces contraintes, elles sont variables. Ça peut être un nombre de consultations plus élevé que d'habitude, mais finalement, il y a des patients qui aiment bien être dorlotés, chouchoutés et revus régulièrement. Et en général, c'est ce qui se passe dans les essais. Au-delà des consultations, il peut y avoir des examens supplémentaires, parfois des examens un peu invasifs. Par exemple, dans les pathologies inflammatoires digestives, on peut être amené à répéter les endoscopies. Dans la plupart des situations, on est amené à répéter des prises de sang ou la collection d'échantillons biologiques ou d'autres examens d'imagerie supplémentaires à ce qui se fait d'habitude. Alors, clairement, ce sont des contraintes. Il y a parfois des contraintes d'hospitalisation pour des surveillances particulières au moment de l'administration du médicament, notamment lorsqu'on est au tout début du développement d'un médicament. Donc il faut intégrer tout ça. Tout ceci est précisé dans la note d'information qui est remise au patient avant qu'il ne prenne sa décision. Il est important de savoir ce qu'il en est avant de s'engager. Et puis, on l'a évoqué brièvement, dans la plupart des essais, ce sont des essais dits comparatifs entre un nouveau médicament, par exemple, et un traitement de référence, voire un placebo. Et donc, dans ces conditions, le patient n'est pas sûr, lorsqu'il accepte de participer, de recevoir le nouveau médicament. Il va recevoir l'un des traitements en cours d'évaluation. Mais là encore, ce sont des choses à bien expliquer, à bien intégrer. Et enfin, les modalités de suivi, à la fois si le patient n'est pas éligible à l'essai. Bon, la plupart du temps, même lorsqu'on est dans des situations complexes, il y a toujours des alternatives au traitement, à celui d'un essai, hein. Je pense qu'il faut essayer de faire en sorte que l'essai ne soit pas, entre guillemets, perçu comme la dernière chance du patient, hein. C'est pas, ça doit être absolument exceptionnel à mon sens. Et puis à la fin d'un essai, ou lorsque l'essai doit s'arrêter pour diverses raisons, là aussi, il n'y a pas de rupture dans le suivi des patients. Les patients restent suivis par le médecin ou le service qui les a pris en charge, indépendamment de la poursuite ou non de l'essai. Merci Dominique. Là, vous nous avez présenté quand même un tableau un petit peu, alors certes, vrai, soit, mais un petit peu compliqué peut-être
pour les patients, qu'est-ce qui fait que les patients peuvent être rassurés quand même quand ils participent à un essai clinique? Quels sont un peu les garde-fous? Qu'est-ce que ça peut lui apporter de façon directe si on essaye, enfin, si on essaye de le rassurer, de lui expliquer de façon un peu plus optimiste peut-être? Bon, c'était pas pessimiste, hein, mais c'est Non, à non, non, vous avez fait partir. un tableau très clair et qui a bien précisé tout. Alors, Mais si on veut présenter les choses de manière encore plus optimiste, ou en tout cas une partie de ce qu'est la recherche. Premièrement, une recherche ne va pouvoir se faire que si elle a été examinée à la loupe par de nombreuses structures. Le promoteur déjà aura décidé des modalités du protocole en prenant toutes les précautions. Et puis, il y aura deux juges de paix extérieurs que sont d'une part les comités de protection des personnes et l'Agence nationale de sécurité du médicament, voire l'Agence européenne du médicament, qui vont autoriser l'essai et donc décréter que les conditions dans lesquelles il est réalisé sont les meilleures pour les patients. D'un point de vue efficacité, l'hypothèse qui sous-tend la plupart des essais, c'est de penser que le nouveau médicament et à minima aussi bon, voire meilleur. Et dans un bon nombre de cas, l'hypothèse est posée que le nouveau médicament est meilleur que les précédents. Et donc, le patient peut avoir l'espoir d'un traitement plus efficace ou, dans certaines conditions aussi, plus facile à prendre, moins contraignant que les médicaments qui sont déjà sur le marché. d'accord, Et voilà, je pense que pour l'essentiel, ce qu'on peut mettre en avant, sachant, hein, là encore une fois, que tout est fait pour assurer la sécurité. Et puis, un dernier point qui est un bénéfice indéniable de la participation à un essai clinique indépendamment de l'efficacité intrinsèque du médicament, c'est que les modalités de suivi sont encore meilleures que d'habitude. C'est-à-dire, les patients, hein, sont bien pris en charge, hein, ça, je pense qu'il n'y a pas de doute là-dessus, mais ils le sont encore plus, de manière plus attentive encore qu'habituellement dans les essais cliniques, puisque c'est vraiment une des caractéristiques principales des essais. d'accord, qu'il y a un suivi plus important que dans le soin. Soisy, qu'est-ce que je peux vous poser la question sur justement les critères d'inclusion, d'exclusion? Pourquoi ils sont aussi stricts que ça? Alors, les critères d'inclusion et d'exclusion, ils vont permettre, en fait, au fur et à mesure, notamment quand on est sur le développement du médicament, au fur et à mesure qu'on avance dans le développement, euh, au début du développement, on va être dans des études où on va avoir besoin d'avoir une population très homogène pour éviter de la variabilité dans les résultats. Et donc, on va du coup sélectionner assez fortement les patients, éviter les patients qui pourraient présenter des contre-indications. Enfin, on va sélectionner en fonction de l'âge, en fonction du sexe, en fonction d'un certain nombre d'éléments. Et puis, au fur et à mesure qu'on va avancer dans le développement, par exemple en phase 3, on va élargir ces critères d'inclusion justement pour avoir une idée de l'efficacité de la sécurité du médicament dans des populations plus larges. Et bien sûr, quand on est en phase 4, et Dominique l'a dit tout à l'heure, les académiques font beaucoup ces études-là sur le médicament dans la phase 4, à la recherche de nouvelles indications, mais aussi à la recherche de la bonne utilisation du médicament. Et là, on est en vraie vie et les critères sont beaucoup plus ouverts. D'accord, merci. Alors Christophe, est-ce que ça vous rassure ces réponses? Est-ce que ça répond à vos attentes? En tant que membre d'un comité de protection des personnes, est-ce que vous nous confirmez effectivement que les essais sont regardés dans tous les sens pour assurer la sécurité des patients qui y participent? Alors oui, ils sont regardés d'un point de vue scientifique et de la sécurité avec l'ANSM, hein, l'Agence nationale de sécurité des médicaments, des dispositifs médicaux, et puis les comités de protection qui ont le même angle, hein, scientifique, mais avec un côté éthique important, dans un cadre pluridisciplinaire. Et ce qui fait Oui, que ces deux regards quand même permettent en tout cas, d'améliorer les protocoles, ça oui,
D'éviter les protocoles mal engagés, ça oui aussi, ça arrive. C'est rare, mais ça Oui, arrive. qui sont mal construits, qui peuvent être Mal mal construit, construits. voilà. Mhm. Et puis au niveau de l'information des participants, il y a des documents que nous lisons, qui sont encore à travailler, mais globalement, la réglementation demande à ce que ces documents soient clairs, concis, etc., etc. On a encore des difficultés sur l'aspect concis des documents, donc il y a encore du travail à faire, mais nous essayons toujours de les améliorer euh, au fil de l'eau des documents que l'on reçoit, et on essaye de les corriger au maximum pour que ce soit lisible et assez compréhensible. Ça, le terme compréhensible est également très important. D'accord. Ben, c'est le CPP signifie Comité de protection des personnes. Donc effectivement, le rôle majeur, ça va être de les protéger et Oui, l'information, d'avoir une information claire, concise, va être essentielle pour et ça. oui, Mm. parce il y a un consentement derrière. Et le Oui, consentement doit être éclairé, libre et éclairé. d'accord. C'est le consentement du patient qui doit le Oui, donner donc en connaissance de cause, en ayant bien oui, oui, compris enfin, la recherche et tout ce qui allait se passer pendant la recherche. absolument. Et le participant, par ailleurs, peut quitter une recherche sans justifier ses raisons. Eh ben, d'accord, Voilà. sans Donc, justification. il est d'autant plus important qu'il soit particulièrement bien informé. Oui. Merci Christophe. Est-ce que les patients, alors si vous reprenez votre casquette patient, est-ce qu'ils se posent d'autres questions sur Ah bah, oui, alors les autres questions, c'est, mais alors quand je vais quitter l'essai, qu'est-ce qui va se ah, passer? Alors, oui, parce que, et puis le tirage au sort, qu'est-ce qui va se passer? Parce que moi, je viens, mais je vais peut-être pas avoir le traitement. Alors qu'est-ce que je vais avoir comme traitement? Alors souvent, c'est le traitement de référence. Parfois, ça peut être un placebo, alors, plus rarement aujourd'hui. Et donc ça, ce sont des questions qui se posent. Et puis après, et les résultats, vous allez me les donner comment, quand, où? Voilà, vous voyez toutes ces questions qui peuvent être posées par les patients? Ben, je vous par les propose de patients. demander à nos experts. Donc, qu'est-ce qui va se passer quand on quitte un essai, enfin quand l'essai se termine? On demande à Soisic ou Dominique, qui est volontaire pour répondre. Bah, je peux commencer peut-être. Ça marche. Donc, quand un patient quitte un essai clinique, tout dépend en fait comment, en tout cas pour un protocole sur un médicament, tout dépend comment a été conçu l'essai. Dans la plupart des essais aujourd'hui sur le médicament en phase 2 ou phase 3, il y a ensuite des protocoles de suivi dans lesquels les patients continuent d'être suivis et de recevoir le traitement, et ceux qui étaient éventuellement dans un bras comparateur, voire un placebo, peuvent à ce moment-là bénéficier du traitement à l'étude. En général, c'est fait comme ça. Je ne dis pas que c'est toujours comme ça, mais dans la plupart des cas, c'est comme ça. Dominique, peut-être vous Dominique? pouvez. Oui, il y a énormément de cas de figure. Tout dépend aussi de la solidité du laboratoire qui développe le médicament. Éthiquement, effectivement, il est préférable qu'on puisse maintenir le traitement chez les patients qui en ont bénéficié et en faire profiter éventuellement ceux qui avaient le comparateur. Bien entendu, cela sous réserve que l'on ait démontré une supériorité de l'effet du nouveau médicament par rapport à l'ancien. Dans le cas contraire, il faut savoir expliquer aux patients que finalement, la recherche n'a pas produit les résultats qui étaient escomptés, que le nouveau médicament soit est moins efficace, soit est porteur de plus d'effets indésirables que le traitement de référence, et qu'il est préférable dans ces conditions de revenir à un traitement plus usuel. Toujours est-il, les médecins qui prennent en charge les patients dans les essais, quelles que soient les modalités de l'issue de l'essai, vont faire en sorte d'optimiser et surtout de continuer la prise en charge thérapeutique des patients dans les meilleures conditions du moment, en fonction de l'état de l'art et y compris des résultats de l'essai en question. D'accord. Et le tirage au sort, alors qui est le début de la recherche, effectivement, vous nous avez expliqué qu'il y avait des études qui pouvaient être versus un placebo, d'autres versus un comparateur.
on peut comprendre les inquiétudes de Christophe et des patients sur savoir quel traitement ils vont avoir. Donc, avant de s'engager, ils peuvent se poser cette question. Qu'est-ce que vous leur répondez, Donc là Dominique? aussi, bah, si je peux me permettre, ça dépend beaucoup du contexte. Alors, il y a encore des essais cliniques contre placebo, notamment pour les pathologies où pour l'instant il n'y a pas de traitement et où on n'a pas de traitement de référence à proposer, ou alors dans des situations un peu particulières où on ajoute un traitement, un médicament à un traitement préexistant et où on mesure l'efficacité de cet ajout, hein. Par exemple, dans l'épilepsie, où les patients peuvent déjà avoir un traitement usuel mais qui n'est pas suffisamment efficace, on a proposé de tester un nouveau médicament qui va venir en sus, en supplément des traitements usuels. Et là encore, on pourra utiliser un placebo. Ce qui est important de comprendre d'abord, c'est qu'on ne peut pas faire d'évaluation pertinente de l'efficacité d'un médicament ou d'une procédure si on n'a pas un comparateur adapté. Et donc, cette comparaison et la nécessité d'un tirage au sort pour équilibrer finalement les différents sous-groupes de patients dans les différents groupes de traitement est absolument indispensable. C'est vraiment la base des essais, notamment thérapeutiques, sur les médicaments. Ensuite, l'essai va proposer le meilleur comparateur du moment. Quand il n'y a pas de comparateur, ce sera un placebo, hein, quand il n'y a pas du tout de traitement pour une maladie. Et puis, quand il y a déjà un traitement éprouvé, le comparateur, ce sera le traitement qui est éprouvé, qui est autorisé, auquel on va comparer le nouveau médicament dont on espère, comme je l'ai dit tout à l'heure, qu'il soit meilleur que le plus ancien. D'accord, Et donc, très bien. c'est dans ce contexte-là que se fait la randomisation, qui est vraiment un élément absolument déterminant des essais. D'accord, donc c'est le garant du sérieux d'une recherche et du fait qu'on aura des résultats qui tiendront la route, hein. On peut le dire, Exactement. c'est quand même un avantage pour les essais. Enfin, c'est vraiment le garant du sérieux. C'est Donc, je ça. pense que ça rassure Christophe. Alors, Et puis on a on fait. peut redire, Claire, juste, on peut redire que effectivement, on peut comprendre que le patient puisse se questionner sur l'éventuelle perte de chance, mais que en fait, le fait d'être dans le protocole lui garantit quand même un suivi très particulier et que dans tous les cas, son clinicien le suivra et lui fera bénéficier du meilleur traitement disponible. Du fait qu'il y ait plus de consultations, plus de visites, il y a quand même un Exactement. suivi qui est très précis, très proche et qui permet aux cliniciens de réagir au moindre signe, hein. Ça reste, les investigateurs sont des médecins quand même, hein. Donc l'intérêt de leurs patients reste en premier. Alors, Christophe nous avait posé une question les résultats de l'essai sont-ils transmis justement aux patients qui a participé? Parce qu'on voit parfois des articles, il y a un petit peu de polémique autour de ça sur la publication des résultats des essais. Donc, on peut comprendre l'inquiétude des patients. Qui veut répondre? Soisic, vous voulez répondre? Bah, déjà, si on s'en tient à la législation, effectivement, les résultats de l'essai clinique, en général, globalement, ils doivent faire l'objet d'une publication. Donc, ils sont publiés dans des temps impartis déjà sur les registres, et ensuite, ils font l'objet d'une publication dans des journaux internationaux ou nationaux en fonction du type de recherche. Euh, Après, l'investigateur clinicien, il est censé pouvoir donner à son patient le résultat de ces données dans le cadre de la recherche. Je vais peut-être te laisser Dominique. C'est pas toujours facile parce qu'en fait, notamment quand ce sont des essais industriels, je ne suis pas sûre qu'aujourd'hui, tous les industriels arrivent à donner en temps voulu tous les éléments de réponse, enfin du dossier du patient de façon individuelle. Voilà, donc je pense que ça pose un certain nombre de difficultés, mais je vais laisser Dominique peut-être parler là-dessus. Compléter. Alors pour le rendu des résultats, il peut y avoir une petite ambiguïté puisque la législation met surtout en avant le fait de restituer les résultats globaux de la Oui, recherche, C'est pas ça. forcément les résultats individuels. Et notamment, on n'a pas forcément la levée d'aveugle individuelle qui permette de savoir quel était le traitement que le patient recevait. Puisque évidemment, le patient ne sait pas ce qu'il reçoit comme traitement, mais
je rappelle que le médecin qui s'occupe du patient dans le cadre d'un essai ne sait pas non plus quel est le traitement que le patient reçoit. Toujours est-il qu'on peut faire un point avec les patients sur leur état de santé, l'évolution de leur pathologie, ce qui est sans doute le plus important. Et puis aussi la question de savoir si le médicament a prouvé un certain degré d'efficacité, si le patient peut continuer à en bénéficier ultérieurement. Ça, c'est vraiment un point majeur. Et lorsque, pour différentes raisons, une étude à plus long terme n'est pas prévue par l'industriel du médicament, par exemple. Dans quelle mesure, parce qu'en général, la démarche peut être faite aussi, dans quelle mesure les autorités vont accepter un accès précoce à une nouvelle molécule. Donc, il y a une procédure aujourd'hui qui s'appelle l'autorisation d'accès précoce, hein, qui est généralement demandée par le laboratoire qui commercialise ou qui projette de commercialiser le nouveau médicament et qui peut permettre à des patients, y compris qui n'étaient pas dans les essais, de pouvoir à un moment donné bénéficier d'un nouveau traitement à condition que, premièrement, celui-ci ait fait vraiment la preuve de son efficacité et deuxièmement, que les autorités aient accepté cette modalité particulière de prescription. D'accord. Donc, il y a encore des progrès à faire, des évolutions qui seraient importantes dans ce domaine. On a eu dans les questions-réponses une question sur le consentement libre éclairé et la compréhension justement des consentements, des documents d'information qui sont rendus publics, enfin qui sont à destination du patient et que le patient doit signer. Christophe, est-ce que vous pouvez nous expliquer quelles sont les difficultés que rencontrent les comités de protection des personnes quand ils sont amenés à relire ces documents pour donner leur autorisation de conduire l'essai? Ah, les difficultés, c'est souvent le fait que le promoteur fait grosso modo un document d'information entre guillemets international et qu'il faut qu'il soit adapté pour chaque pays. Et là, il peut y avoir des problèmes. Alors, ça peut être des problèmes de traduction, ça peut être des problèmes d'erreur dans le réglementaire, parce qu'il y a des éléments réglementaires qui doivent être inscrits dans ces documents. Oui, Et puis, au-delà, la difficulté, c'est que bah, parfois c'est très très long. Alors ça se veut très exhaustif, mais c'est très très long. Et surtout, les mises en page ne sont pas faites pour être lues le plus facilement possible. Donc je dirais qu'il y a il y a plusieurs éléments qui font une note d'information peut être compliquée, complexe. Alors on essaye de demander à ce que ce soit amélioré, de toute façon à rectifier le tir des erreurs, parce que ça c'est très important, et puis en même temps de demander à ce que ce soit rectifié. Alors il y a des promoteurs qui sont très efficaces et qui font un travail tout à fait correct de lisibilité et d'autres pas du tout. Donc on est encore dans cette complexité-là. Euh, d'accord. Et l'important quand même, c'est que ce document, les personnes aient le temps de le lire, aient le temps de le lire avec leurs proches, aient le temps d'en discuter avec le médecin investigateur ou une personne habilitée qui connaisse très bien le protocole et qui puisse bien expliquer, notamment les contraintes, et qui ait vraiment du temps pour ça. alors, je vous Ça, c'est propose plus de demander important. à Dominique comment il fait, lui, dans sa pratique, justement, quand il doit expliquer un consentement, l'information sur un essai, quand il doit l'expliquer à un patient. Comment vous faites, Dominique, en pratique? Je vais juste reprendre préalablement un petit point Oui, sur la lisibilité, hein. oui. On sait depuis très longtemps que de nombreux documents d'information sont illisibles. J'ai un collègue qui avait fait un travail, y compris avec des linguistes, qui avait démontré que même si vous étiez agrégé de sciences ou de littérature, vous n'étiez pas en mesure de comprendre correctement ces Ah, documents. c'est pas enthousiasmant. Voilà. Et que l'un des meilleurs moyens d'améliorer la lisibilité, c'était de faire intervenir justement des groupes de patients relecteurs. Et il y a des domaines, par exemple dans le cancer, hein, la Ligue contre le cancer, un groupe de patients relecteurs qui affine la rédaction et qui propose des notes d'information qui soient plus lisibles. Je pense que cette démarche doit être largement
largement entreprise et diffusée. Alors maintenant, de manière pratique, eh bien, c'est de recevoir le patient une première fois en lui remettant le document. Alors, en fonction de la complexité du protocole, la complexité de cette note d'information, on peut programmer les consultations en plusieurs temps, en laissant quelques jours ou plusieurs jours entre la consultation où on propose le protocole et on donne la note d'information et celle où on va recueillir factuellement le consentement. Et puis, on essaie, au moment de la signature, de pointer les éléments principaux du protocole, le contexte pour lequel on se pose la question de la participation du patient à un essai, les modalités de prise en charge, notamment les contraintes qui vont être en termes d'hospitalisation, de prélèvement d'examens supplémentaires par rapport à l'habitude, de contraintes sur la durée, hein, puisqu'en général, dans certains domaines, bien sûr, on va participer à un essai quelques mois, mais il y a des domaines où l'essai va durer plusieurs années. Et donc, il faut bien intégrer dès le départ cette notion de durée de l'essai, hein, puisqu'idéalement, il convient que le patient participe jusqu'à la fin de l'essai pour que l'ensemble des données puissent être interprétées dans les meilleures conditions. Donc voilà, il faut savoir prendre le temps et laisser le patient revenir avec des questions, y compris ultérieurement. D'accord, donc ça prend un petit peu de temps. Effectivement, on nous signale dans le chat qu'il y a les patients partenaires qui sont là pour ça. Donc effectivement, il ne faut pas hésiter à faire appel aux associations de patients, à tous les patients partenaires qui sont prêts à s'engager pour relire ces documents et les rendre compréhensibles pour des patients, hein. Les patients partenaires ont souvent vécu cette maladie, donc peuvent bien aider. Euh, Ça se termine bientôt, donc pour le public, pour les participants, si vous avez des petites questions qui vous restent en tête, n'hésitez pas à les poser. Mais moi, je voulais quand même qu'on parle un petit peu des études peut-être observationnelles. Vous savez, les études qui se font une fois que le médicament a son autorisation de mise sur le marché. Donc, quel type d'études cela concerne? Quelles sont les contraintes pour le patient? Qu'est-ce qu'on lui demande? Et est-ce que Swazik ou Dominique, il y en a un qui voudrait nous parler un petit peu des recherches sur les dispositifs médicaux? Est-ce que c'est la même chose que pour le médicament ou est-ce qu'il y a quelques différences? Moi, je ne vais pas parler des dispositifs médicaux parce que c'est pas, je ne travaille pas dessus, donc je ne saurais pas répondre. Par contre, sur les études observationnelles, donc en fait, ce sont des méthodes, des études qui méthodologiquement sont faites différemment des études cliniques faites dans les phases précoces de développement. Elles sont en général réalisées dans la phase 4, c'est-à-dire qu'elles permettent d'observer les patients dans la situation de la vraie vie, c'est-à-dire dans la vie courante, et donc d'observer si l'efficacité et la sécurité du médicament dans ces conditions va être la même que dans les conditions méthodologiques différentes qu'est l'essai clinique comparatif randomisé. Donc ces études, elles sont extrêmement importantes. Aujourd'hui, elles sont souvent demandées par les autorités aux promoteurs industriels. Lorsqu'un médicament va arriver sur le marché, il y a des études soit d'efficacité, soit de sécurité en vraie vie qui vont être demandées à l'industriel de façon à s'assurer de la sécurité à plus long terme et de la bonne efficacité du traitement dans les populations qui vont le recevoir. Merci, Swazik. Dominique, est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur les recherches qui sont faites sur les dispositifs médicaux ou sur les nouvelles technologies de santé? Est-ce que Ah, ça vous voilà. Oui, oui, évoque quelque je peux chose? dire un Oui. petit mot, même si c'est assez complexe, un petit peu plus compliqué finalement, par certains côtés beaucoup plus simple et par certains côtés finalement un peu plus compliqué que les médicaments. Les dispositifs médicaux, pour être mis sur le marché, doivent obtenir ce qu'on appelle un marquage CE, un marquage de la communauté européenne, hein, qui est un label qui permet la mise sur le marché et l'utilisation de ces dispositifs dans leurs diverses indications. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les dispositifs médicaux, c'est un monde très vaste et très hétérogène.
la paire de lunettes que j'ai dans les mains, là, c'est un dispositif médical. Le pansement qu'on se met quand on s'est un peu coupé, c'est un dispositif médical. Le stent, le petit ressort qu'on met dans l'artère coronaire d'un patient qui vient de faire un infarctus du myocarde, c'est un dispositif médical. Parfois, il est associé à des médicaments, hein, notamment sur les stents. On a des stents enduits de médicaments qui empêchent la recolonisation et la resténose des artères, par exemple. Et puis enfin, le logiciel qui permet d'utiliser la machine d'IRM, c'est aussi un dispositif médical. Donc, vous voyez la grande diversité des dispositifs et les conditions de remise sur le marché dépendent un petit peu du caractère invasif du dispositif et notamment les dispositifs qui ont un niveau de risque le plus élevé, c'est-à-dire soit ceux qu'on met dans le corps du patient, soit ceux qui ont un impact direct sur la physiologie du patient. Si on prend par exemple un appareil de radiothérapie, eh bien, on va devoir aujourd'hui, pour obtenir le marquage CE de ces produits, eh bien, amener des données cliniques. Alors, des données cliniques, ce n'est pas forcément des données d'essais cliniques. Là, c'est une nuance certainement de taille. Mais petit à petit, ouais, notamment pour les dispositifs les plus à risque, les autorités, pour le marquage d'une part, mais ensuite pour le remboursement à l'échelle nationale, demandent de plus en plus des données d'essais cliniques. Donc, de plus en plus, on aura des évaluations randomisées de dispositifs versus des dispositifs contrôle ou des prises en charge médicales, on va dire, usuelles, qui vont devoir être réalisées soit avant la mise sur le marché, soit avant l'acceptation du remboursement par les autorités de santé, notamment en France, par la Haute Autorité de santé. Merci Dominique. Alors, il y a un type de recherche, il ne nous reste plus beaucoup de temps, mais en 2, 3 minutes, ça peut être évoqué. Il y a un type de recherche qui se développe beaucoup en ce moment. Ça peut être par exemple la recherche en soins infirmiers ou la recherche menée par d'autres professionnels de santé que les médecins. Est-ce que, Dominique, vous pourriez nous en parler rapidement en 2 minutes avant de conclure, s'il vous plaît, parce que c'est des recherches qui se développent beaucoup et on en parle, c'est peut-être pas encore très connu du patient. En effet, comme je l'avais dit en introduction, hein, la recherche clinique, ça concerne potentiellement l'ensemble des pratiques de soins. Et dans ces pratiques de soins, on a les médicaments, on a les dispositifs médicaux, on a aussi la science médicale au sens large où on veut mieux connaître une maladie, Mhm. mais on a aussi des approches qui sont liées à des intervenants particuliers, que ce soit les infirmiers, infirmières, que ce soit les kinésithérapeutes, les orthophonistes, en tout cas, toutes les personnes qui vont apporter un soin aux patients et qui veulent évaluer la qualité et surtout éventuellement l'efficacité de leur pratique. Et ces dernières années, en effet, en France, avec un peu de retard par rapport à d'autres pays, et on peut citer sans doute en exemple le Canada où cette recherche paramédicale, c'est-à-dire non médicale, est beaucoup plus importante et diffusée, eh bien, on a des personnels qui s'intéressent à ces aspects, qui proposent des projets. Il y a aussi des modalités de financement au niveau parfois interrégional et surtout au niveau national qui permettent de financer des recherches qui sont faites cette fois-ci non pas par des médecins, mais par des personnels autorisés dans le cadre strict de la pratique de leur métier. Merci Dominique. L'occasion de faire un autre webinaire sur ce sujet probablement. Christophe, il nous reste 3 minutes. Christophe, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose ou dire un petit mot pour conclure? Informez-vous, rapprochez-vous des associations, parlez à votre médecin si, voilà, si vous souhaiteriez participer à une recherche. De toute façon, les médecins investigateurs aussi viennent vers vous, globalement, quand vous pouvez éventuellement être inclus. Et sachez aussi que dans ce cadre de la recherche, alors on a parlé beaucoup des patients, mais patient qui rentre dans une recherche, c'est un participant. Donc c'est quelqu'un qui est impliqué de façon très importante dans la recherche, qui voilà, qui a peut-être des contraintes, mais qui participe aussi de quelque chose qui fait appel au progrès et puis qui est absolument nécessaire pour que la recherche avance.
Donc, Merci Christophe. Ah, pas de pardon, participants, pas de recherche. Voilà. pas de participants, pas de recherche, bien noté. Swazik, un petit mot pour conclure avant que, voilà, on a le temps, un petit mot. Merci d'abord pour ce webinaire. Je pense qu'on a abordé un certain nombre de questions très importantes. Et comme Christophe, je voudrais dire merci aux patients parce qu'effectivement, c'est eux qui permettent ces avancées thérapeutiques en participant aux travaux de recherche. Merci Swazik. Dominique, Bien, merci. Je vais rajouter un commentaire que j'avais déjà formulé. Un essai clinique, il y a aussi une relation de confiance entre le médecin et son patient. Le patient accepte d'écouter les conseils ou les propositions du médecin et le médecin, lui, doit accepter d'écouter et de répondre aux questions diverses que le patient peut se poser, que ce soit bien sûr dans la pratique du soin usuel, mais et encore plus à l'occasion d'un essai clinique notamment. merci. Donc le rôle du clinicien, le rôle du médecin investigateur est extrêmement important. Il ne faut pas que le patient soit timide, il ne faut pas qu'il hésite à poser ses questions. Alors, je voulais vous remercier tous et je voulais quand même remercier aussi le site Notre Recherche Clinique, hein. Je vous rappelle que Notre Recherche Clinique est une initiative en partenariat avec le ministère de la Santé, avec différents partenaires issus du public et issus du privé. Donc, nous avons le CNCR, donc, qui est le Comité national de coordination de la recherche hospitalière, qui est impliqué dans notre recherche clinique. Le réseau FCRIN, hein, donc une infrastructure nationale de réseau de recherche clinique thématique. Également France Asso Santé, la CNCP, qui est la Conférence nationale des comités de protection des personnes. Et pour les acteurs privés, nous avons le LEM, donc l'association qui regroupe les entreprises du médicament, le SNITEM, l'association qui regroupe les industriels des technologies médicales et dispositifs médicaux, et l'AFCRO, qui est l'association des sociétés de services pour la recherche clinique. Donc, je vous remercie tous de votre participation. Je remercie tout particulièrement nos trois experts de nous avoir fait part, de nous avoir partagé toutes leurs connaissances. Et nous essaierons de poursuivre ce type de webinaire et nous essaierons de répondre à toutes vos questions euh, dans les actualités du site Notre Recherche Clinique. Merci à tous et puis à bientôt. Et nous vous libérons à 13h01. Merci. Merci beaucoup. Au revoir à tous et merci infiniment.